C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fédé. On se retrouve pour une nouvelle émission du Campus Sport Club, l'émission sport de Radio Campus. On est ensemble jusque minuit pour revenir sur toute l'actualité sportive du moment, bien évidemment. Résultats, news immanquables et petit débat du soir, bien évidemment, pour pimenter cette heure d'émission. Avec à mes côtés deux très beaux chroniqueurs qui sont là en 4K Mondovision face à moi grâce au tout nouvel éclairage du studio. C'est Marin et Loïc. Comment vous allez les gars? Marin? Bon écoute, ça va très bien. Content d'être là. 2 semaines d'affilée. Ouais, on innove aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben je ne sais pas, mais ça me fait très plaisir d'être de Ça nouveau t'était ici. pas arrivé en 2024? Ouais, jamais. Je crois. Non? Si? Non, c'est la première fois. Je Bah crois. même pas. Eh ben écoute, la semaine prochaine, je te pose des congés. On verra tout ça. Et Loïc, toi, comment tu vas? T'en as fait quand même quelques-unes. T'as enchaîné en 2025. Ouais, en déjà 2025 j'ai enchaîné, gros calendrier. Bah ça va très bien, petit comité, mais comité de qualité, donc on va passer une très bonne émission. Ah bah j'espère bien qu'on va passer une très bonne émission. Aussi on reverra la fiche de paie et les congés, t'inquiète pas Loïc. Je vois que le calendrier a l'air surchargé en tout cas en 2025. Merci à vous en tout cas d'être présents. On va pouvoir attaquer tout de suite cette émission avec les traditionnels résultats. Ce soir c'est Marin qui s'y colle. Marin qui fait les fins d'émission et les débuts d'émission. Ouais. Quand t'enchaînes. Donc c'est Exactement. un régal, un Tout se petit suit. plaisir évidemment, et ça sera juste après ton jingle. Ligue des champions, 6 nations, Formule 1. Revivez les grands moments de sport de la semaine dans les résultats du CSC. On commence par quel grand moment fort? C'était ce soir, il me semble. Bah oui, ce soir, l'OL féminin s'est imposé 2-0 à l'aller face au Bayern de Munich en quart de finale de Ligue des champions. Et en plus de cela, à l'extérieur. Donc c'est de bon augure pour l'OL féminin. Et c'est aussi l'occasion de revoir les principaux résultats masculins de Ligue des champions de la semaine passée. Alors on a évidemment pu vivre en direct dans le CSC de la semaine dernière la qualification du PSG face à Liverpool. Et le deuxième club français de la compétition, c'était Lille. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance du PSG. Ils ont été éliminés 2-1 par le Borussia Dortmund. Malgré un but de Jonathan David entre les jambes de Kobel dès la 5e minute. Chevalier a été infranchissable en première mi-temps, mais encaisse un penalty de Demre Can à la 52e minute, et puis le but de Bayer à la 65e dans la lucarne de Chevalier, donc le clou, et met fin aux espoirs de quart de finale des Dogs. Mais malgré tout, ils auront fait quand même une belle compétition. Je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce parcours de Lille? C'est presque historique. Finalement, ils sont pas passés à grand chose déjà d'atteindre des quarts de finale qu'ils n'ont jamais atteint. On sort en plus d'une édition à 36 clubs avec un tout nouveau format où, si je ne me trompe pas, de toute façon, on a plus de matchs. Donc sur le papier, c'est Loïc, tu me diras, je sais pas si tu me contredis, mais c'est censé être plus dur. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Surtout Donc c'est au encore vu plus fou ce qu'ils ont fait. du calendrier qu'avait Lille. Surtout les matchs. On en arrive à être déçus qu'ils perdent contre Dortmund en 8e de finale. Dortmund, dernier finaliste. On a quasiment été surpris qu'ils soient éliminés, alors que personne n'aurait signé, personne n'aurait imaginé et tout le monde aurait signé qu'ils soient là à ce stade de la compétition après avoir battu de telles équipes. Donc franchement, bravo aux Dogs. Ouais, toi Marin, vous êtes allé au stade ou pas d'ailleurs Ouais. vous? Ouais, Moi, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, professionnellement pardon, je pouvais pas. Voir Sturm Graz en Ligue des Champions, c'est touche. Mais c'est bien. Oh, oui, C'était un beau scénario en plus. Ouais, Franchement, en plus, chaque match du LOSC, presque mis à part les 8e de finale, a été distrayant. ils ont joué, Ouais, carrément. ils sont pas laissés abattre, ils ont proposé leur jeu, et même à Liverpool, tout était.
très plaisant. Non, c'était un magnifique parcours et c'est vrai qu'on en était presque dégoûté qu'ils perdent face à Dortmund, alors que tu l'as dit, c'est quand même une très grande équipe, donc ça augure peut-être de bonnes prestations pour les saisons à venir. En tout cas, on est en droit de l'espérer. Mais il y avait un autre match de Ligue des Champions, évidemment, c'était le Real Madrid qui s'était déjà imposé 1-0 à l'aller face à l'Atlético. Mais les Colchoneros sont revenus au score avec un but de Conor Gallagher dès la première minute du match. Les Merengues sont allés s'imposer au tir au but après une action un peu litigieuse où Alvarez aurait touché 2 fois la balle, ce qui a annulé son tir au but. Je vous demande rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous c'était légitime? Et cette réaction, cette décision arbitrale, qu'est-ce qu'elle a suscité chez vous? On va peut-être déjà réintervenir sur ta toute première phrase. Je crois que Loïc, tu veux vérifier ça peut-être? Qu'elle a touché 2 fois? Ah non, t'as pas, non, je pensais que tu vérifiais la même chose que moi. Victoire 2-1. Oui, 2-1, pardon. Ah oui, Mais j'ai dit combien? Ok. T'as dit 1-0. Ah oui, 2-1. Mais non, mais Autant pour moi. pas de je souci. l'ai pas compté. Mais en tout C'est cas, 1-0 au retour. alors c'est vrai qu'il faut préciser qu'en plus dans la Ligue des Champions depuis 3-4 ans, il n'y a plus cette règle de l'avantage du but à l'extérieur. C'est ça. Donc en l'occurrence, le 1-0 était suffisant pour aller en prolongation, pas de but en prolongation. Et cette histoire de tir au but, Loïc, toi tu rejoins la décision arbitrale Oh non, pas du tout. Voilà. Enfin, en tout cas, je rejoins pas la manière dont ça a été fait. Après, on voit 50 angles différents sur les réseaux sociaux, machin et tout. Moi, je suis légèrement supporter de l'Atlético, donc j'ai beaucoup d'angles qui me montrent que non, il ne l'a pas touché. Mais moi, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est la vitesse à laquelle ça a été fait, la communication. On a à moitié rien su, ils ont réclamé, le truc a été annulé quasiment directement. Donc moi, ça m'a vraiment mis hors de moi. Et puis finalement, on sait toujours pas vraiment s'il l'a touché ou non. Puis il y a eu plein de penalties dernièrement, j'en pense à Messi lors de la Coupe du Monde où ça a été touché 2 fois, c'est jamais revu. Enfin moi j'ai trouvé ça très très bizarre comme situation. Ce qui à la différence près que lors de la Coupe du Monde, il y avait cette technologie qui permettait de vérifier les contacts du ballon à partir de courbes. Donc là on avait même la vérification de oui, il y a bien eu contact ou pas avec un membre, avec n'importe quel. Là c'est presque dommage qu'il manque. Alors on a tellement de technologie, ce serait bête que celle qui nous aurait le plus aidé soit la grande absente de cette soirée-là. Et ça vient aussi relancer un peu cette histoire, toujours ce lien particulier entre le Real Madrid et l'arbitrage. C'est clair. Son plus grand ami et son plus grand ennemi quand le club est pas content. Donc voilà, ça anime un peu tout ça. C'est bien, on aime ça. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas que en France comme quoi l'arbitrage. Non, Le c'est foot clair. espagnol, il est aussi très friand de ça. Hein. Très friand. Ouais. Alors on finit rapidement pour les 2 derniers résultats de Ligue des Champions. Aston Villa qui est allé s'imposer 3-0 face à Bruges après s'être déjà imposé 3-1 à l'aller. Arsenal qui a fait nul face à Eindhoven après leur victoire fleuve à l'aller, ils avaient gagné 7-1. Puis en Europa League, on a eu aussi un club français qui s'est illustré, victoire de Lyon qui s'est imposé 4-0 face au FSCB. Il s'était déjà imposé 3-1 à l'aller, donc ça fait un score total de 7-1. Les Guns filent donc vers les quarts de finale où ils affronteront Manchester United qui eux ont battu la Real Sociedad. Et puis pour rester un peu dans le foot anglais, on va évoquer la Coupe d'Angleterre et Liverpool qui voit rouge et qui s'est incliné face à Newcastle après un but de Dan Burn à la 45e minute et un but d'Isaac à la 52e. Le but de Chiesa à la 94e minute n'aura pas suffi et Newcastle remporte la Coupe d'Angleterre. Puis rapidement, on va dire un petit mot de Ligue 1. En ouverture de la 26e journée, match nul 1-1 entre Nice et Auxerre après un but auxerrois dans les arrêts de jeu. Concernant la journée de samedi, Lille s'est incliné face à une équipe de Nantes réduite à 10 qui, avec un Lopez héroïque et un Mohamed opportuniste, s'impose 1-0 à la Beaujoire. C'était pas arrivé depuis longtemps face à une équipe complète pour le FC Nantes. Oui. Également, on a eu une victoire de Monaco, 2-0 face à Angers. Lens qui s'est imposé à domicile face à Rennes, 1-0. Enfin, une journée de dimanche qui a été marquée par de grosses tensions. Tout d'abord, on a eu le match entre Lyon et Le Havre, mené 2-1 durant la première mi-temps. Lyon a réussi à inverser la vapeur et à s'imposer 4-2 grâce à des buts de Fofana, Mikotadze et Almada. Et Brest a fait match nul 0-0 face à Reims. Mais le match qui a déchaîné les passions, c'est évidemment Montpellier-Saint-Etienne. On a retenu sur tout ce match la suspension après des émeutes de spectateurs montpelliérains sur la pelouse, quelques minutes après le 2e but des Verts. Et évidemment, on a aussi eu le match de Strasbourg qui a gagné 2-1 face à Toulouse, bien que mené en première période. Et puis finalement, évidemment, PSG-OM avec la large victoire du PSG 3-1 qui remporte ce classique, marqué également par des tensions, des insultes à l'encontre d'Adrien Rabiot notamment.
Je reviendrai un peu plus tard dans les news. De toute façon, de ces incidents entre Montpelliérain et aussi surtout lors du classique. On s'est réjoui samedi soir, c'est la grande fête. On a sorti avec cornemuse tout ce qu'il fallait là. Bah Le oui, kilt même. c'était la grande fête du rugby samedi. Le 15 de France est allé s'imposer au Stade de France devant l'Écosse au terme d'un match haletant et d'une première mi-temps très indécise. L'essai de Bielbiarré après une récupération de Ntamak à la 43e et l'essai de Ramos à la 57e ont définitivement fait basculer le match en faveur des Bleus, qui n'avaient pas remporté le tournoi depuis le Grand Chelem de 2022. Une victoire rassurante pour l'équipe de France après la défaite en quart de la Coupe du Monde en 2023 et les performances moyennes du dernier tournoi. Et c'est vrai que de ces Bleus-là, on a vu beaucoup de joueurs briller. Je voulais savoir, vous, lesquels vous retenez de ce tournoi? Moi, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête. Loïc, t'as un nom, toi, du 15 de France? D'un nom qui m'a particulièrement marqué en brillant, je sais pas si j'en sors un, mais d'un nom où je trouve qu'il s'est repenti un peu, qu'on l'a revu remonter en puissance, je dirais Penaud. Il a été un peu moins bien, un peu fâché avec Galtier, puis après on l'a vu faire des efforts, on sentait qu'il essayait un peu de se racheter, voilà, et puis sinon... moi je vais rester à peu près dans la même dynamique, mais d'une aile à l'autre, évidemment, Bielbarré. L'incontournable Louis Bielbarré, dont je reparlerai aussi pendant les news, donc comme ça je m'étale pas trop. Évidemment. Mais grand visage, et puis sans cette blessure de Dupont, peut-être encore un Dupont XXL... On aurait aimé l'avoir sain et sauf. Ou Ramos qui passe meilleur les meilleurs réalisateurs, marqueurs de l'histoire. Bref, ils ont tous été de toute façon. Ils sont beaucoup trop forts, c'est bien. On espère que ça dure surtout. Bah bien sûr. Que ça s'inscrive dans le temps. C'est le deuxième titre de l'ère Galtier seulement presque. Ouais. Ça fait, on dirait presque que ça fait peu, hein, mais. Mais c'est déjà bien d'avoir 2 titres en 5 ans. Hein. Bien sûr. Faut on espère qu'il y en a qui arrivent après. Oula. Deschamps en a qu'un. Ouais. Direction 2027. On dira tout ça. Ouais. Bon. Toi qui aimes bien le 2 roues, il y a 2 grosses courses à étapes. 2 grosses courses en ce moment. Les 2 premières courses par étapes importantes. Alors on avait l'UAE Tour avant, mais là c'est 2 courses historiques. J'ai importante. Oui, bah c'est le même nombre de points au calendrier, donc. Oui, bon, d'accord. Mais oui, on se comprend. Et voilà. Et donc, comme l'année dernière, c'est l'Américain Matteo Jorgensen qui remporte la course au soleil. Il a su garder son maillot jaune jusqu'à la dernière étape à Nice, qui a vu un autre Américain s'imposer, Magnus Sheffield de la Ineos. Celui-ci a tenu à rendre hommage à Gino Meder, avec qui il avait chuté en 2023, une chute qui avait entraîné la mort du jeune coureur suisse et qui avait ému toute la planète cycliste. Puis l'autre course importante, évidemment, c'est Tirreno Adriatico en Italie, qui a couronné l'équipe UAE cette fois-ci, pas la Visma, avec la victoire de Juan Ayuso. Et donc le jeune prodige espagnol qui démarre sa saison par une très belle victoire. Mais évidemment, le deuxième grand rendez-vous sportif du week-end après le rugby, c'est peut-être aussi la Formule 1. On a eu un Grand Prix d'Australie très animé. Alors là, les horaires du réveil n'étaient pas les mêmes. Hein. Ah oui, effectivement. On atteste Jean, qui lui a bien senti son week-end. Ah bah oui, puisqu'il fallait être levé dès 5h du matin pour suivre ce premier GP qui a tenu toutes ses promesses. Après une très bonne performance des McLaren dans les qualifs, on a eu un Grand Prix complètement fou sur une route détrempée et beaucoup de rookies mis hors course. On retiendra surtout le malheureux Isaac Adjar qui a été hors course dès le tour de formation. Abandon également pour Lawson, Bortoleto et Douane. Kimi Antonelli est le seul à avoir pu tirer son épingle du jeu avec une très belle 4e place pour Mercedes. Les plus expérimentés n'ont pas été épargnés non plus, à l'image de Fernando Alonso. Puis après une sortie de route des McLaren qui a fait perdre beaucoup de temps à Piastri, qui finit 9e, Verstappen est parvenu à accrocher la 2e place derrière le vainqueur Norris et George Russell complète le podium. On notera également la stratégie audacieuse de Ferrari qui a choisi de ne pas changer les pneus au 47e tour, à 10 tours de la fin, alors que la pluie reprenait, mais la pluie trop intense les a forcés à passer en inter au tour suivant. Faux départ donc pour Ferrari qui commence cette saison avec une stratégie discutable. Leclerc et Hamilton finissent respectivement 8e et 10e. Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'après cette victoire de McLaren, on puisse assister cette saison à la fin d'une hégémonie Verstappen, peut-être? Sur les performances des voitures, en tout cas, rien à dire. Je pense que McLaren est très très bien parti. On a déjà vu des départs canons de certaines écuries, et puis à mi-saison, une légère bascule, un léger rééquilibrage. Pour l'instant, McLaren a un vrai tour d'avance. Sur le papier, en plus, Norris et Piastri, on a quand même failli avoir ce magnifique carambolage. T'as pu, toi, suivre le Grand Prix? Tu t'es pas levé à 5h? Non, c'était samedi, non? Ouais. T'as pu suivre un peu ce qui s'est passé? Ou... J'ai suivi de loin. Moi, je suis pas très très branché Formule 1. J'ai suivi de loin et j'ai vu qu'il y avait
eu une course qui avait tenu toutes ses promesses et que Jean était en folie, mais sinon j'ai pas été. Oui, Jean, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait allusion à Jean Novak, un de nos chroniqueurs qui lui est encore pour ce week-end, j'en parlerai dans les immanquables, va se lever très tôt ce week-end pour ce début de saison de Formule 1 qui se passe du côté de l'Asie, de l'Océanie, l'Asie de l'Est. Et sinon, à noter quand même ce presque carambolage. Moi, j'imagine plus que les 2 sorties de route des McLaren à une quinzaine de tours de l'arrivée où Max Verstappen double Piastri, et surtout Piastri qui perd beaucoup. Ouais. C'est surtout qu'on aurait pu avoir Piastri qui vient percuter Norris. Ouais. Là, ça aurait été désastreux. Ouais, c'est sûr. Parce qu'une voiture hors de contrôle comme ça à 200 km/h sur du mouillé. Ça pardonne pas. Bah ouais. On l'a vu, Isaac Hadjar. L'incident, il est un peu nul. Il réaccélère peut-être un peu trop tôt. En tout cas, il a fait un tête à queue. Il s'est mangé un mur. Tour de formation, c'est dur, quoi. Ouais, pour une première course. Il s'est pas mangé dangereusement, quoi. Non. Mais une roue tordue. Mais ça suffit à l'empêcher de concourir. Et c'est fini. Mais en tout cas, très très intéressant. Et à noter quand même donc McLaren en très très bonne position en tout cas pour démarrer cette saison. Il y en a une saison qui elle est en train de s'achever. Par contre. C'est la saison de biathlon avec une semaine très animée. D'abord la performance majuscule de Julia Simon, le chassé-croisé entre Preuss et Lou Jamono, et un relais décevant pour les Bleus. Alors jeudi, on avait la victoire de Julia Simon dans l'individuel femme après un 20/20 au tir. Elle semblait vraiment intouchable. Elle devance Heuberg et Preuss et Lou Jamono, 7e, a perdu gros sur la Suédoise en prévision du Gros Globe. Chez les hommes, victoire du Slovène Jakov Fak devant Legreld et Ponsiluoma. Ponsiluoma. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut s'entraîner. Ouais, c'est technique. Alors c'est un nom suédois, c'est pas le pire. Ouais, c'est vrai. Legreld et Ponsiluoma. Ouais. Mais le premier français, Quentin Fillon-Maillet, est 6e à 1,29. Samedi, on avait la Mass Start Homme avec un magnifique doublé français, victoire d'Éric Perrault devant son compatriote Fillon-Maillet et Fabien Claude qui aurait presque pu faire podium, qui finit 4e, donc une très belle performance. Et puis sur la Mass Start Femme, c'est surtout la victoire de Lou Jamono qui s'impose devant Trodorova et Lampic et Jeanne Richard qui prend une belle 4e place, c'est à noter également. Et Preuss 5e a laissé filer 40 points et permet donc à Jean Monod de recoller dans la course au Gros Globe puisque seuls 20 points les séparent désormais avant les dernières courses en individuel du week-end prochain, donc ce sera à suivre. Et puis dimanche, une journée en demi-teinte pour les Français qui n'ont pas réussi à s'imposer en relais mixte. Donc pour le relais mixte, les Français échouent de peu, à moins de 15 secondes des Suédois qui remportent l'épreuve et le petit globe de la spécialité. Et puis concernant le relais mixte simple, la France termine au pied du podium, 4e, derrière la Finlande, la Suède et la Suisse qui remportent l'épreuve. Victoire historique pour la nation helvétique qui remporte ici son premier relais. Ouais, c'est beau ça. Ouais, c'est très beau. C'est très marquant. Mais excitant à souhait ce Gros Globe féminin avec une Française. On se souvient que l'an dernier, c'est Vitozzi, l'italienne, qui avait remporté le Gros Globe. Déjà, Jean Monod était à ses trousses et ça s'était joué au final avec Simon et Brezas-Boucher qui étaient quasiment un trio à l'essure. J'ai pas envie de dire trop de bêtises, pas trop m'avancer, mais c'est quasiment ça le classement. Ça se jouait une 50aine de points, donc sur une seule course. Ça s'était fini à la 9e étape. 10 repetita ce week-end. Ouais. Quand on voit qu'il reste plus que 20 points, ce sera serré. T'es optimiste pour le Jean Monod ? Je te renvoie la balle. Je sais que t'allais poser la question. Ouais, moi j'espère la voir s'imposer. Lou Jean Monod. Après, elle l'a dit elle-même, ce sera une victoire qui va se jouer au mental, dans sa tête, et aussi pour Preuss, dans la tête de Preuss. Ce sera, il faudra rester solide dans la tête. Ce sera presque plus un combat contre soi-même que contre l'adversaire, mais moi physiquement a priori avantage de Jean Monod quand même. Ouais, quand même. Sur les skis, elle est en forme. Ouais. Voilà, maintenant c'est à une balle près. C'est ça. Et tout peut se jouer. Tout peut se jouer. Et on finit, avec un mot de petite balle jaune. Ah oui, un peu de tennis avec Indian Wells et fin de parcours pour notre Frenchie Arthur Fils face à Medvedev au terme d'un match très tendu jeudi dernier, 6-4, 2-6, 7-6 en faveur du Russe. Et la finale s'est jouée dimanche dernier et a tourné à l'avantage du surprenant Jack Draper qui a éliminé Alcaraz en demi-finale 6-1, 0-6, 6-4. Et donc le jeune anglais qui s'est imposé 6-2, 6-2 face à Holger Rune. Et puis chez les femmes, c'est la jeune Mira Andreeva, désormais 6e au classement WTA, qui a seulement 17 ans, s'est imposée face à Sabalenka, la numéro 1 mondiale, de 6, 6-4, 6-3. Et ça, c'est pas tous les jours, hein. Non, c'est sûr. Surtout à cet âge-là. Hein. Ouais, 17 ans. Tu faisais quoi à 17 ans, Loïc ? Est-ce que tu battais... Tu faisais quoi à 17 ans en sport ? Moi, c'était du foot toujours. Du foot ? Et tu battais
Tu battais des pros, toi aussi ou... Je battais des pros. Ouais, À 17 ans, moi, j'étais en carrément. train de faire les ligaments croisés. Hein. C'est vous dire le summum de ma carrière. C'est pour ça que était passé. c'est pour ça que t'as pas percé de ce qu'on m'a dit en plus. Ouais, malheureusement, tu vois, l'équipe de France, tu connais, et puis les ligaments croisés. Le handball français a raté le phénomène. Sachant que vous ne voyez pas en radio, la blague marche mieux en physique, mais je fais exprès de dire l'équipe de France en me touchant le genou, ce qui est évidemment la fameuse blague de tous ceux qui ont les ligaments croisés. Ce que je ne vous souhaite pas, hein, Non. bien sûr ici. Ouais, à 17 ans, on préparait Parcoursup comme tout le monde et on jouait au foot dans son club du coin, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces talents 17 ans, 18 ans. On va en parler aussi tout à l'heure dans le débat. Il y a un jeune gamin de 18 ans qui est avec un autre tout aussi jeune qui sont appelés en équipe de France maintenant. On commence à avoir des précoces. Ah ouais, c'est alarmant. Petite pause musicale, petit intermède du soir. Merci surtout Marin pour les résultats. Petite musique en lien avec le vainqueur du Grand Prix du jour. Il y avait une musique que j'avais vu traîner un jour, donc je me suis dit j'en profite, c'est le moment, parce que peut-être qu'il en gagnera plus du tout de la saison. Une chanson dédiée à Lando Norris par un artiste carte blanche sur YouTube. Voilà, on découvre, on s'amuse, on revient juste après pour les news. Lando Norris était à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Il est 23h24 très exactement. Vous êtes toujours en train d'écouter le Campus Sport Club, ou bien vous venez nous rejoindre pour continuer cette heure à parler sport ensemble, avec toujours à mes côtés Marin et Loïc. Il est temps d'aborder, après les résultats de Marin, justement les news du CSC. C'est tout de suite juste après ce jingle. C'est l'heure de refaire le tour de l'actualité sportive dans les news du Campus Sport Club. Et on débute les infos du soir par un vœu, celui de, je cite, tout faire pour être du prochain Dakar. Ce vœu, c'est celui du copilote de rallye Mathieu Baumel, 4 fois vainqueur du Dakar avec le Qatari Nasser Al Attiyah, et amputé surtout fin janvier de la jambe droite après un grave accident de la route. Il a expliqué cela ce mardi dans l'émission L'équipe de choc sur la chaîne L'équipe, en direct de sa chambre d'hôpital. Lui qui rêve d'être du prochain donc Dakar en 2026, en janvier prochain, malgré cette amputation, en espérant en tout cas que ce rêve puisse être réalité. Lui qui vient de redémarrer tout doucement la rééducation, sachant qu'en plus du côté de sa jambe gauche valide, il avait déjà eu quelques petites opérations. Ça risque d'être compliqué cette histoire. En tout cas, de l'espoir, on en a. On en a aussi depuis aujourd'hui pour un autre Français fantastique avec le 15 de France tout au long du tournoi des 6 nations. L'ailier bordelais Louis Biel-Barré, désormais recordman du nombre d'essais inscrits sur une édition avec 8, fait partie des 4 joueurs nommés pour le titre de MVP, le meilleur joueur. Le nouveau crack de 21 ans est en lice aux côtés de l'anglais Tommy Freeman, qui a été auteur d'un grand chelem d'essais comme Louis Biel-Barré. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un essai par match, et c'est pas si fréquent que ça en tournoi à destination. Il y a aussi parmi les autres nommés l'Écossais Blair Kinghorn et enfin l'Italien Tommaso Menoncello, qui est lui tout simplement le MVP de l'édition 2024. Marin, tu le soulignais juste avant, que des arrières pour ce trophée. Ouais, c'est un peu étrange parce qu'il y a quand même des avants qui ont fait un tournoi exceptionnel. François Cros, pour n'y citer que lui, en équipe de France, qui a quand même abattu un travail défensif formidable. Et c'est un peu toujours le problème en rugby de dire un meilleur joueur d'un tournoi, d'une compétition, quand il y a tellement de postes différents. En fait, un avant fait pas le même sport qu'un arrière, en fait, donc il faudrait peut-être faire plusieurs récompenses, un pour les avants, un pour les arrières, par exemple. Ça permettrait de mettre en lumière des joueurs qu'on voit peut-être un peu moins briller sur le terrain par leur course tranchante, par leur crochet, tout ça, mais qui font aussi un travail. On pourrait dédoubler cette récompense. Ouais. Dans le rugby, en tout cas, ça paraît légitime. T'as le même avis là-dessus, Loïc? Ouais, c'est vrai. Parce que même dans le football, hein, c'est pas toujours évident de dire on récompense tout le temps les buts et les passes décisives. Ouais, c'est vrai, c'est assez cohérent. Après, dans le foot, ils essayent de diversifier, là, comme avec le ballon d'or de Rodri. Puis c'est encore plus difficile, selon moi, dans le rugby, parce qu'il y a 4 joueurs de plus par équipe, donc ça multiplie à chaque fois le nombre de potentiels candidats. Après, voilà, c'est bien aussi, moi je trouve qu'il y a une récompense, et puis basta. De toute façon, les autres, on sait que ils ont gagné le tournoi ou alors qu'ils ont été bons. Par exemple, l'Italien, là, son nom m'échappe, mais Menoncello. Tout le monde l'a vu qu'il est monstrueux lors du tournoi. Donc c'est bien. Puis Biel-Barré le mérite amplement aussi, quoi. Ouais, on espère, nous, en tout cas. Puis il y a quand même
établi des records. J'espère que ça va lui servir. On reste dans le domaine de la course. Après la mobilette LBB, comme on le surnomme ce Louis Bielbarré, place à l'endurance, à la célèbre Barclay. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, la Barclay, c'est sûrement l'ultra trail le plus fou et le plus difficile de l'histoire. Son créateur, Lazarus Lake, propose que les rares participants, puisqu'ils sont aujourd'hui triés sur le volet, enchaînent 5 boucles de 32 km environ dans les forêts du Tennessee aux États-Unis, avec 60 heures de délai, et donc 12 par boucle, absolument à combler. Ajoutez à cela 20 000 mètres de dénivelé positif, aucune assistance par montre connectée, un parcours connu uniquement la veille et essentiellement hors sentier. On devine rapidement l'ambiance. Lazarus Lake a officialisé le lancement de cette 38e édition ce mardi, comme d'habitude, en allumant sa fameuse cigarette. C'était à 11h37, très précisément, heure locale. Les 40 participants, avec au moins 2 Français dans le lot de sources sûres, se sont donc élancés. Pour rappel, depuis 1995, seules 20 personnes ont terminé l'épreuve dans les temps. Loïc, c'est complètement fou cette course. C'est complètement dingue cette course. Pour en comprendre un peu plus les dessous, le contexte, la difficulté et le niveau de folie de l'organisateur, mais aussi des invitations, je vous invite à aller voir le podcast Dans l'enfer de la Barclay avec Aurélien Sanchez qui est disponible à peu près partout. Et Aurélien Sanchez, pour info, l'a terminé, donc c'est pas n'importe qui. Il serait peut-être encore en lice cette année. On n'a pas officiellement des noms de participants, mais ça va être communiqué au fur et à mesure. Peut-être qu'il y est encore. En tout cas, c'est une heure de pur plaisir à écouter. Enfin, on a un peu mal pour les athlètes, mais en même temps, c'est une heure de pur plaisir d'écoute pour ça. 60 heures de souffrance. C'est ça, mais en même temps, il y a un espèce d'univers qui est vraiment très spécial et enfin, moi, j'ai adoré. Ouais. Il y a un peu d'orientation, il y a 20 000 mètres de dénivelé positif. Je sais pas si on s'en rend compte, déjà sur une épreuve cycliste, on tire la langue. Ça picote. Ça picote. En 60 heures, quoi. Et puis, petite question, mais quand le créateur s'appelle Lazarus Lake, il y a déjà un grain de folie quand même. Ouais, non, c'est vrai que cette course a l'air complètement folle. Moi, déjà, quand je vois ce qu'ils font à l'Ultra Trail Mont Blanc, je trouve ça incroyable. Et c'est 10 000 mètres de D+, l'Ultra Trail Mont Blanc, 170 km. Mais c'est un peu le même genre de truc. Moi, j'avoue que je suis admiratif de ceux qui sont capables de faire de telles performances. C'est vraiment hors norme, quoi. Et 20 personnes depuis 95, c'est dire la difficulté. On change un peu complètement ou oui, si, on change complètement. Je vais vérifier mon listing. Toujours dans l'actualité du jour en tennis, cette fois, on a appris que le numéro 1 mondial Yannick Sinner, suspendu jusqu'au 4 mai pour dopage, je le rappelle, sera du côté d'Hambourg fin mai. On savait déjà que dans la foulée de sa fin de suspension, l'Italien de 23 ans reprendrait sa saison sur terre battue et pas n'importe où. C'est au Masters 1000 de Rome. Donc un peu chez lui, du 7 au 18 mai. Il devrait donc enchaîner avec le tournoi classé ATP 500 allemand, programmé la semaine suivante, puis, certainement, Roland-Garros dans la foulée pour le 2e Grand Chelem de l'année. Un point boxe et olympisme à présent. Hier, la commission exécutive du Comité international olympique, en charge des JO, a recommandé la présence de la boxe au prochain Jeux de Los Angeles en 2028. La discipline avait été mise entre parenthèses après qu'en 2023, le CIO ne bannisse l'IBA, l'Association internationale de boxe, normalement en charge du tournoi olympique donc, pour son incapacité à se réformer, tant au niveau de sa gouvernance que des finances. Le CIO a lui-même organisé le tournoi à Paris l'été dernier avant de reconnaître provisoirement World Boxing, la nouvelle fédération internationale, le mois dernier. Rien n'est encore fait, mais la déclaration de Thomas Barr, le président du CIO, qui, aussi je le rappelle, connaîtra son successeur ce jeudi 20 mars, est déjà un grand pas vers son maintien. En tout cas, la 144e session du CIO, qui est réunie cette semaine à Costa Navarino en Grèce, doit étudier cela plus profondément. Et on finit ce tour d'actualité sportive par un pan football. Je commencerai par le chiffre du soir, 160 000 €. C'est ce que pourrait coûter le spot publicitaire de 20 secondes sur M6 à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Prix exorbitant, possible uniquement si le Paris Saint-Germain va au bout et sera à Munich le 31 mai prochain pour viser une première C1. On parle de tarifs de 44 000 à 160 000 € donc, selon les moments de diffusion. Et si Paris n'est pas qualifié, est-ce que vous avez vu jusqu'où descend quand même le montant ? Non, pas du tout. 160 000, on passe à 90 000 maximum, mais on passe quand même de montant de 30 000 à 90 000 € le spot publicitaire de 20 secondes, si aucun club français donc n'est à l'affiche de l'événement. Événement suivi l'an dernier par 4 millions de téléspectateurs sur TF1, c'était évidemment l'affiche. De la Ligue des Champions de l'année dernière ? Oui. Ah oui. C'était ? Ah, c'est une question. Oui, c'est une question. J'avais pas compris. Non, c'était les clubs. Oula, attends. Alors ?
Bah, on a dit Dortmund. Oui. Ah bah Dortmund-Real, Et on Dortmund, est complètement Et battu. Real Madrid de 1-0. Déjà, le Real, c'était sûr. Ouais. Et il fallait rester dans le coup, les gars. Ouais. J'ai Restons complètement avec le PSG, des histoires de banderoles, celle insultant l'ancien parisien et aujourd'hui joueur de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot. Dimanche soir, lors du classique, le milieu phocéen a été visé par banderoles et des chants injurieux lors de la défaite de son équipe au Parc des Princes. Sa mère, Véronique Rabiot, a également été ciblée. Elle a affirmé hier sur France Info qu'elle porterait plainte. Et insulter une mère et un père décédés, tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi, Nasser. Tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus. La classe ne s'achète pas, a lui écrit de son côté Adrien Rabiot sur Instagram, s'en prenant lui au président du club parisien directement, Nasser El Khelaifi, avec qui son histoire à Paris s'était plutôt très mal terminée en 2019 aussi, il faut le savoir. Le joueur affirme que le club et ses dirigeants ne sont pas innocents dans les mots écrits et criés lors de la rencontre. L'entourage du président qatari indique ne pas vouloir réagir à cela et, je cite, rester élégant. Le PSG a nié sa complicité avec les supporters et demande des tribunes exemplaires, sereines et respectueuses, là où l'OM a annoncé apporter son soutien et s'associer à la plainte contre X portée par la famille Rabiot. Prolongation à suivre dans ce classique devant la justice. Ça vous dit quoi? Vous pensez qu'il y aurait dû y avoir des réactions le soir même ou est-ce que juste c'est passé trop inaperçu pour qu'on retienne ça et qu'on fasse arrêter le match ou qu'il y ait des incidents derrière? Faire arrêter le match, je sais pas, mais pardon. Quand je vois que on arrête le match parfois pour des chants, je me souviens là, les Parisiens qui chantaient les Lyonnais. Bon bah là, je trouve que c'est plus insultant de viser une seule personne, une personne décédée, les parents d'une personne qu'un club rival où il y a toujours eu des insultes dans un stade. Je cautionne pas, mais je trouve ça plus grave que certains moments où on a été moins attentif. Après, voilà, le foot, on le sait, c'est populaire, ça a des côtés positifs, ça a des côtés plus négatifs avec parfois des dérives propres au foot. Ouais, tu rejoins ou... Ouais, moi je trouve aussi que les classiques c'est toujours des ambiances bouillantes entre Marseillais et Parisiens, mais il faut aussi savoir mettre des limites. Il y a eu notamment durant le match, il y a eu une accolade entre Kimpembe et Rabiot, et j'ai vu que ça avait fait réagir sur les réseaux sociaux des gens qui comprenaient pas, qui s'imaginent que parce qu'on joue à Paris ou parce qu'on joue à Marseille, on est nécessairement ennemis, et peut-être parfois que si le clubisme a des bons avantages de créer des belles rivalités sportives, il faut aussi savoir, je pense, mettre des limites et voir que du sport reste du sport malgré tout, malgré les enjeux, malgré le passif, malgré tout ça. Oui, non, c'est normal qu'il soit hué ou sifflé à chaque ballon qu'il touche, ça c'est pas des choses qui me dérangent. Mais voilà, il y a des choses qui vont un peu trop loin, quoi. Oui, et surtout que Kimpembe, ça se trouve, c'est juste que les joueurs étaient en très bons termes et que oui. c'est pas parce Oui, qu'un mais c'est des potes. un joueur a rompu avec un précédent club toute relation et que le dialogue s'est très mal passé, qu'en interne, les joueurs restent des hommes et on a des amis, on a des Ouais, proches. c'est rassurant. Puis en équipe de France, ils sont C'est aussi ça, très c'est ce que bons. j'allais dire. C'est rassurant si les joueurs de l'équipe de France se disent bonjour à la fin d'un match, quoi. Oui, parce qu'on va en parler après, juste après l'équipe de France. Il y a des Parisiens et des Marseillais qui ont dû fricoter ensemble en bleu. Je finirai aussi les informations football avec un autre moment qui a fait couler beaucoup d'encre en Ligue 1. C'était ce week-end, évidemment. On est du côté du stade de la Mosson. Marin l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Montpellier-Saint-Etienne, 53e minute de jeu. Les Verts viennent d'inscrire leur second but et mènent 2-0 quand en tribune un départ de feu. Après une bombe agricole balancée en première période, les ultras montpelliérains de la tribune de l'étang de Thau ont cette fois craqué une cinquantaine de fumigènes, en ont lancé quelques-uns sur la pelouse et surtout ont décidé de lancer un feu dans la tribune. Match arrêté à la 63e par François Le Texier qui ne reprendra jamais pour un bilan humain de 7 blessés et 2 arrestations. Alors que Saint-Etienne cherche à obtenir un match gagné pour l'instant, le MHSC, donc Montpellier, relégable, va essayer d'éviter surtout le huis clos pour ses 3 derniers matchs à la Mosson. Il a en attendant confirmé son entraîneur Jean-Louis Gasset au poste jusqu'au bout. Maigre consolation pour le club héroltais au bord du gouffre et de la Ligue 2. Ça sent vraiment pas bon là-bas. Ouais. Puis la déclaration qu'il a fait Gasset suite au match, ça donnait pas non plus de très bons espoirs. Et il a confié que c'était presque fini en fait pour le maintien en Ligue 1. C'était la relégation, elle est quasiment assurée. Et puis quand on voit les performances des joueurs de Savanier par exemple, qui fait quand même une saison assez catastrophique, ouais, ça semble quand même très compliqué pour les Montpelliérains. Et Ouais, j'ai c'est content d'avoir ces 200 000 euros. c'est ça. Non, c'est clair. Moi, ça me fait penser à un CSC, comme quoi on a une émission de qualité en novembre, je crois, ou en octobre, où il y a eu un espèce de consensus pour dire que on les voyait très mal se maintenir.
Je va sais tout pas droit, qu'est-ce qui pourrait les faire maintenir. Heureusement qu'ils ont pas changé de coach, parce que si on pensait que c'était le coach, ça aurait été vraiment culotté. Donc c'est ça. Et puis il y a une politique de recrutement cet hiver qui est quand même aussi un peu bizarre, d'aller chercher de l'or. On sait plus trop ce qui va où. Oui, il y a beaucoup d'interrogations en tout cas. Une gestion bizarre. J'espère que leur descente aux enfers s'arrêtera au niveau de la Ligue 2. Quoi. C'est vraiment la vraie crainte, comme Bordeaux qui avait chuté bien bas. Il faut maintenant, comme l'a dit un peu Jean-Luc Gasset, si on regarde tout de suite vers la Ligue 2, il faut aussi anticiper. Et financièrement, on sait qu'il y a des clubs de Ligue 1 comme celui-là qui sont inscrits depuis longtemps, qui tombent en Ligue 2 et qui ne s'y attendent pas. Souvent, ça risque d'aller un peu plus bas. Et je finirai pour conclure ces news. Petite transition qui nous amène vers le débat du soir et l'équipe de France. Arrivé blessé à la cheville, l'attaquant Marcus Thuram a déjà quitté le rassemblement tricolore. A-t-on appris ce mardi? Pour l'heure, le joueur de l'Inter Milan n'est pas remplacé, ce qui ne laisse que 23 bleus réunis à Clairefontaine qui partiront bien sûr pour la Croatie. Et le match de Ligue des Nations à Split, ça j'en parlerai aussi dans les immanquables. C'est le moment pour nous du coup de faire cette douce transition. Un petit mot sur la liste de Didier Deschamps, forcément pour ce rassemblement en Ligue des Nations avec 24 noms de base. Je sais pas s'il y a déjà tout de suite un point que vous voulez souligner. En attendant, je vais peut-être juste quand même redire les quelques noms. Au gardien, on a Lucas Chevalier du LOSC qui est appelé de nouveau. Mike Maignan et Brice Samba à Rennes désormais, donc pour compléter la liste des gardiens. En défense, on a Jonathan Klaus de Nice, Lucas Digne d'Aston Villa, Théo Hernandez de l'AC Milan, Ibrahima Konaté de Liverpool, Jules Koundé de Barcelone, Benjamin Pavard de l'Inter Milan, William Saliba d'Arsenal ou encore Dayot Upamecano du Bayern Munich. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga du Real Madrid, Matteo Guendouzi de la Lazio de Rome, Manu Koné de la AS Rome, peut-être interrogation quand même sur ce nom, Adrien Rabiot de Marseille, on parlait de cohabitation, Aurélien Tchouameni du Real Madrid ou encore Warren Zahir Emery du Paris Saint-Germain. Et en attaquant, on aura Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous les trois du Paris Saint-Germain avec ce premier appel, cette première convocation en France, en équipe de France pour Désiré Doué. Randal Kolo Muani, le moitié parisien, moitié Juventini, prêté en ce moment à la Juventus Turin, qui est aussi du rassemblement. Kylian Mbappé du Real Madrid, ainsi que Michael Olise du Bayern Munich, et donc Thuram qui n'est plus là désormais. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous, qui vous saisit tout de suite dans cette liste-là ou qui vous marque plus qu'autre chose? Moi, il y en a plusieurs, donc... Vas-y. Mais il faut en trouver un d'abord. Vas-y. Ok, un d'abord. Bah déjà... Fais ton top 3. J'avais un peu zappé le retour de Pavard. C'était pas si évident que ça ces derniers temps avec Deschamps. On sait pas trop s'il le prend en latéral ou en central, mais c'est positif parce qu'il est vraiment très très bon avec l'Inter. Et puis sinon, ce qui me frappe moi, top 3 Doué, et puis le fait que Thuram soit pas remplacé. Et puis après, je dis c'est marrant, on reviendra peut-être un peu plus en profondeur après. Moi, ça va être la question des attaquants. Comment est-ce qu'il va les positionner? Qui est-ce qu'il va choisir? Est-ce que Dembélé va jouer dans l'axe? Est-ce qu'on va mettre Mbappé dans l'axe? Qu'est-ce qu'on va faire de cette nouvelle attaque qui se reconstruit? Kolo Muani aussi qui était performant avec la Juve. Alors, qui est-ce qu'on va choisir comme buteur? Kolo Muani aussi l'esprit un peu chouchou, comme on aimait dire d'Antoine Griezmann. Kolo Muani reste un peu quand même l'image du chouchou de ces derniers mois en équipe de France, qui lui est un vrai neuf. Ouais. Pour le coup. Oui, c'est pas voilà. Mais évidemment, Dembélé et Mbappé qui jouent en club respectivement au Real Madrid et au PSG, donc en numéro 9. C'est vrai que c'est des grosses interrogations, sachant qu'il y a Mbappé et Ousmane Dembélé qui sont de retour, du coup, en équipe de France avec Tchouameni. J'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que ces trois cadres-là, on peut parler de cadres, presque maintenant, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouameni, est-ce qu'ils auront des choses à nous prouver et à se prouver à eux-mêmes lors de ce rassemblement? Complètement, surtout pour moi de la part d'Ousmane Dembélé, qui est dans la meilleure forme de sa carrière, mais qui pour moi en bleu n'a jamais rien fait. Je crois qu'il a moins de 5 buts en bleu, en plus de 40 sélections. Enfin, c'est complètement catastrophique en bleu. Selon moi, Dembélé a pas du tout marqué l'histoire des Bleus à l'heure actuelle, alors que c'est un potentiel énorme, un talent dont on parle depuis des années. Donc Dembélé a tout approuvé, il est bon au PSG, maintenant à lui d'être bon en équipe de France, d'être décisif, et puis de nous faire un peu rêver avec ses dribbles, ses crochets, de retrouver le Dembélé du PSG en équipe de France cette fois-ci. C'est pas faux ça. Ouais, et puis aussi je pense que Kylian Mbappé, alors il a plus rien à prouver sur son niveau, mais il aura quand même à se racheter vis-à-vis des dernières performances en équipe de France et puis des petits imbroglios sur le fait qu'il n'ait pas été présent à certains matchs. Je pense qu'il aura à cœur de montrer son meilleur visage aussi pour son retour en bleu et avec le capitana. Ça reste un capitaine. Oui, surtout, ça reste un capitaine. C'est vrai que c'est intéressant tout ça. En plus de cette liste, je m'étais aussi noté, est-ce que pour vous il y a des absents ou des oubliés
Ouais, complètement. Moi, je comprends pas. Alors, vraiment, ça fait 3 jours que je cogite dessus. Pourquoi Tolisso n'est pas dans cette liste je cogite pas non plus parce qu'on connaît le style de Deschamps, mais pourquoi Tolisso y est et Warren n'y est pas, et Warren Zaïre-Emery qui revient tout juste de blessure et n'est pas excellent avec le Paris Saint-Germain y est. Pareil pour Camavinga qui est un petit coup de moins bien au Real. Il y a plusieurs milieux qui pour moi ne méritent pas du tout leur place, contrairement à Tolisso qui revient à un niveau absolument stratosphérique avec Lyon et qui porte un petit peu l'équipe. Est-ce que c'est son âge ou le club qui joue? Peut-être, je Les sais deux. pas. Moi, C'est la notion de groupe pour moi de Deschamps qui aime bien avoir un groupe assez formé, des joueurs qu'il connaît. Il a du mal un petit peu à changer, mais je trouve ça vraiment dommage pour des joueurs méritants comme Tolisso qui revient à un niveau Parce que plus que la Ligue des Nations, on vise aussi peut-être à la fin de son mandat et la Coupe du Monde 2026. Il veut peut-être déjà créer ce groupe qui sera potentiellement en 2026 et il a plus de certitude sur le talent d'un Camavinga et d'un Zaïre-Emery plutôt que l'âge avancé et l'hésitation d'un Tolisso qui va pas être... Je pense que c'est l'idée. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de jeunes qui se rajoutent. Barcola, Doué, Olysée aussi qui est venu assez récemment. Et puis Manu Koné, hein, Manu Koné qui a aussi. brillé qui a surtout brillé grâce aux Jeux Olympiques. Moi, j'aurais aussi. bien aimé voir peut-être un Kefren Thuram aussi qui est très bon noté, à la Juve, mais après ce groupe il est plus ou moins cohérent dans un objectif de créer une équipe de France forte pour les prochaines échéances. L'idée c'est de prendre des jeunes et d'avoir un groupe qui puisse marcher jusqu'à ce moment-là. Donc je pense que c'est la bonne méthode qu'il a Didier Deschamps. Et puis aussi ça fait toujours plaisir de voir Lucas Chevalier après sa saison exceptionnelle avec Lille et en Ligue des Champions, de le voir reconduit. On espère surtout que dans cette hiérarchie toujours très périlleuse des gardiens, qu'il soit, j'espère pour lui, numéro 2. Qu'il devienne un numéro 2 en équipe de France. Je pense qu'au vu des performances de Samba là dernièrement et celles de Chevalier qui sont quand même assez en contraste, je pense que maintenant il est complètement numéro 2. Et pour revenir rapidement sur ta notion de groupe que t'évoquais, Marin, moi Thuram pas remplacé, ça me gêne terriblement. Enfin, Thuram il est je le trouve très mauvais en équipe de France. Autant il est bon en Serie A, puis loin d'être flamboyant en Ligue des Champions. Moi j'ai l'impression qu'il a un espèce de plafond de verre, ce joueur. On attend quoi pour tester du nouveau? Pour une fois qu'il est pas là, tester du nouveau en équipe de France, c'est important. Alors peut-être que la Ligue des Nations avec l'enjeu de qualification s'y prête beaucoup moins. On parle de quart de finale. Mais au moins j'imagine. Par contre, on voit encore, pareil, il a été questionné sur si beaucoup de jeunes et qui sont pas tous pas tous autant légitimes a priori à être des A, mais qui sont aussi convoqués en espoir, donc maigre consolation, mais eux qui préparent l'Euro, le championnat d'Europe en juin, tout de même. On a Magnès, je sais pas si je dis. Magnès à Cliouche de Monaco, Ryan Cherki de Lyon qui a montré quand même qu'il avait toujours du niveau, Hugo Ekitike qui s'est refait une santé à Francfort, qui sont des jeunes appelés en espoir. On oublierait presque qu'il y a quand même Lenny Euro et Matistel qui sont aussi des jeunes talents qui sont en première ligue, donc qui ont aussi beaucoup de mal là-bas à avoir du temps de jeu. C'est le championnat le plus exigeant du monde. Mais c'est des noms, on se dit peut-être d'ici 2026, ça fait un peu mal de se dire qu'ils pourront pas être de ce groupe, mais créer une osmose. Il faudra attendre post-2026 pour espérer voir mais ça montre le vivier fou qu'on a. C'est ça. Enzo Mio aussi, un peu oublié. Enzo Mio, c'est vrai, 22 ans, milieu de Stuttgart, mais qu'il a aussi peut-être que je sais pas si le club a une vraie valeur. Par contre, on a vu, je trouve avec les choix Guendouzi et Manu Koné, un peu ce goût qu'a Deschamps, l'ancien milieu de la Juventus, pour la Serie A et son exigence des milieux qui courent beaucoup surtout. Donc je pense qu'il a aussi une vraie attache. Il a peut-être un regard, lui, plus ou moins. On peut pas se dire qu'un sélectionneur est forcément objectif. Il y a toujours, quand on parle de chouchou, pareil, on parle de choix. C'est évident qu'il a des noms qui lui tapent plus dans l'œil. Peut-être qu'un Manu Koné, en tout cas, a réussi à jouer sa carte. Il est titulaire à l'AS Rome, c'est pas anodin. Enfin, il fait une belle saison du côté de l'AS Rome. Mais c'est vrai que c'est le nom qui sort un peu plus du lot parce que on l'a pas connu par le passé. Tu parlais de Thuram, il y a aussi Youssouf Fofana qui était habitué à être appelé dernièrement, mais qui a eu moins de temps de jeu à l'AC Milan. Ferland Mendy, lui, qui est blessé, ou encore Christophe Nkunku qui revient de blessure, Kingsley Coman qui est blessé. Ça reste encore des noms. N'Golo Kanté aussi qui n'est pas là parce que touché physiquement. Donc on a quand même des backups. En tout cas on a une vraie liste de réservistes, comme on dirait à l'époque, en vue de cette Ligue des Nations, si on se vient à se qualifier pour les demi-finales et puis ensuite se diriger tranquillement vers la Coupe du Monde. C'est beau tout ça. Je vois qu'on parle beaucoup. Je vais au cimetière. Peut-être. C'est le bon moment. Petite musique en lien avec la chronique qui viendra juste après de Loïc qui nous
peint le portrait d'un coureur nordiste qui a brillé à Lille. Un petit son d'un autre Français, Woodkid. Je sais pas si vous saviez qu'il était français, avec cette chanson Run Boy Run, cours garçon cours, qui est beaucoup moins stylé en français. On s'écoute quelques minutes de ça et on revient bien sûr pour la fin de ce Campus Sport Club. À tout de suite. Woodkid, l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM. On est de retour 23h50. On attaque le temps additionnel presque de 7 heures du Campus Sport Club, ce 20e épisode de la saison 4. Et il est temps de marquer bientôt la fin avec une prochaine chronique à venir. Je vais pouvoir préparer tranquillement le petit jingle avec mon ordinateur. Il est temps du portrait ce soir présenté par Loïc. On parle de Jimmy Gressier. Coup d'éclat, exploit, contre-performance ou histoire insolite, c'est l'heure du portrait dans le CSC. Qu'est-ce que tu as à nous apprendre, Loïc, ce soir, en quelques minutes, sur Jimmy Gressier, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout son identité? Restez branchés si vous le connaissez pas du tout. Je vais commencer par une petite biographie, raconter un petit peu d'où il vient. Donc il est né le 4 mai 1997, il fait 1m75 et il faut savoir que peu de choses destinaient cet athlète à faire tomber les records européens un par un. Il a grandi à Boulogne, dans le quartier du Chemin Vert, avec 5 frères et sœurs, et il est issu d'un milieu assez voire très modeste. Il commence d'abord par jouer au foot, c'est une trajectoire assez classique chez de nombreux athlètes français de haut niveau aujourd'hui. Il fait son petit bout de chemin. Il évolue alors jusqu'en U17 national, quand même, à l'Union sportive Boulogne-Côte d'Opale, un ancien club de Ligue 1 par ailleurs. Avec son lycée, il remporte 2 fois le titre de champion de France UNSS de football, et ce qui lui a même permis d'être sélectionné dans l'équipe de France scolaire UNSS afin de disputer la Coupe du Monde de foot scolaire au Guatemala en 2015, où lui et l'équipe de France atteindront les demi-finales du tournoi. On parle pas donc d'un simple footballeur amateur, mais d'un petit garçon qui avait du talent, qui était doué et qui avait peut-être une carte à jouer aussi dans ce sport, qui sait. À 16 ans, en parallèle du foot, il commence l'athlétisme, donc c'est match le samedi et course le dimanche, 24 heures à peine lui suffisaient pour performer sur les terrains de cross, notamment le lendemain de ses matchs. En 2015, il finit 6e des championnats de France, qui lui permet d'aller faire les mondiaux de cross en Chine, où il termine 80e et 4e français. Alors ça peut paraître pas fou comme performance, mais en fait c'est complètement dingue. En plus, il raconte y être allé assez préparé et qu'à cette époque, c'était plus un footeux qu'un countryman. Alors quelques mois plus tard, il va finir 4e des championnats d'Europe de cross et il remporte d'ailleurs le titre avec l'équipe de France. Après une réflexion personnelle et aiguillé par son préparateur physique de foot, il choisit d'abandonner le foot et de se focus sur l'athlète seulement à partir de 2016. Donc c'est choquant, je sais pas si on se rend compte, ça fait seulement 9 ans. Il réussit alors à devenir champion d'Europe espoir de cross 1 an plus tard, en 2017, titre qu'il conservera l'année suivante. Depuis, c'est devenu voire la référence du demi-fond français. Il détient le record de France du 5000 mètres, notamment en 12 minutes 54. Lors des JO de Paris, il a aussi performé puisqu'il bat le record de France et le record olympique établi 4 ans plus tôt avec un 10 000 mètres réalisé en 26 minutes et 58 secondes. Une très belle 13e place, pas forcément appréciée d'ailleurs à sa juste valeur par les instances françaises. Une fois ce bilan, ce portrait établi, alors pourquoi j'ai décidé de parler de lui aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il vient de performer dans nos rues lilloises ce dimanche sur le 5 km où il a écrasé le record d'Europe en finissant en 12 minutes 57. Alors il a explosé son propre record, établi à Monaco en 13 minutes 12, donc plus de 15 secondes d'écart. Il faut noter quand même que Yann Schrub, autre star de l'athlétisme français, a fini en 13 minutes 00. Alors Lille, c'est une terre de records et de performances, puisque Jimmy avait déjà établi son record du 10 km en 27 minutes et 2 secondes dans le Nord le 17 mars 2024. Terre de record qui n'est pas réservée à Jimmy Gressier, puisque ce record a été battu depuis par Étienne Daguinos en 27 minutes et 4 secondes le 16 novembre dernier. Vous allez me dire tout à l'heure que j'ai dit 12,54 et puis que là il venait de battre son record en 12,57. Alors, on n'y comprend plus rien. Petite explication, en athlète 5000 mètres c'est sur piste, où souvent les chronos sont plus rapides, et 5 km c'est sur route. Donc c'est ce qui explique cette différence de record.
Après la course, le nordiste a tenu à répondre à une polémique qui a fait jaser ces derniers temps sur les réseaux et dans le monde du running, sa signature chez Keep-Run. J'y reviendrai, mais parce que c'est pas la seule polémique dans laquelle l'athlète français a été impliqué récemment, puisqu'il a été dans une enquête pour harcèlement sexuel après un signalement en octobre. À noter que finalement cette affaire a été classée sans suite depuis. Donc pour revenir sur le sport et à la marque Keep-Run, une petite remise en contexte. L'athlète était en contrat avec la marque phare du running Nike depuis 8 ans et le 10 janvier, la nouvelle tombe, on apprend que le Français quitte la marque américaine. On était tous un petit peu sous le choc parce qu'il y était très attaché pour rejoindre la marque de Decathlon, marque française, pourtant assez peu réputée dans la matière. Et tout de suite, les sommes du contrat présumé ont été mirobolantes et on parle d'1 million d'euros par an, ce que le Français a démenti assez rapidement. On entend très vite les amateurs de course à pied, les journalistes, etc. parler de choix de l'argent face à la performance. Ce dimanche, avec des Keep-Run au pied, Jimmy Gressy a donc montré qu'il courait encore vite avec sa nouvelle marque. Il a même repris le commentaire d'un haters, comme on les appelle sur Instagram, un commentaire qui datait de janvier, où il avait critiqué son choix, et puis il a riposte en story en lui demandant son adresse pour que je t'envoie des chaussures afin que tu cours vite. Prochainement, on va le retrouver sur des distances un petit peu différentes. Il va tenter d'aller chercher une médaille dans le monde senior, ce qui lui manque, contrairement un peu au monde jeune et espoir où il a un petit peu tout raflé. Donc ça va être lors des championnats d'Europe de semi-marathon qui arrivent très vite, pas très loin de chez nous, à Bruxelles le 12 avril. Et puis sur le long terme, le Français sait qu'il veut être au JO de 2028 sans avoir vraiment choisi entre le 10 000 mètres ou le marathon, distance qui lui est pour l'instant complètement inconnue. Si vous voulez un peu plus le connaître, abonnez-vous à lui sur ses réseaux sociaux. Il est sans langue de bois et puis vous découvrez sa personnalité assez atypique et ses performances assez affolantes ces derniers temps. Merci Loïc pour ce portrait de Jimmy Gressy. Il me reste 2 petites minutes. On va aborder pour finir cette émission les immanquables du Campus Sport Club. Après hier, place à demain et prochain rendez-vous sportif de la semaine dans les immanquables. Je vais être sport avec tout de suite pour attaquer ces immanquables du football. Suite des quarts de finale de la Ligue des Champions féminines, on a attaqué l'émission avec ça. Les doubles tenantes du titre barcelonaises se déplacent demain à Wolfsburg à 18h45, tandis que Manchester City accueillera à 21h leur rival de Chelsea. La Ligue des Champions féminines sera à suivre sur DAZN. Place surtout toujours en football au quart de finale de la Ligue des Nations. Des rencontres en format aller-retour entre les 8 pays sortis premier ou deuxième de la Ligue A. Le Portugal se déplace au Danemark et l'Allemagne en Italie. Les champions d'Europe et tenants du titre de la compétition, les Espagnols, se rendront eux aux Pays-Bas pour la première manche. Et enfin, nos Bleus joueront en Croatie, donc à Split. Ça sera donc toutes ces rencontres jeudi soir, à 20h45. Le match des Bleus est à suivre en direct sur TF1. Les 3 autres sont disponibles sur les canaux de l'équipe Live Foot, disponibles aux abonnés du journal L'équipe. La saison de biathlon approche de son terme avec ce week-end de vendredi à dimanche, la 9e et dernière étape de Coupe du Monde de l'année à Oslo en Norvège. Celle du dénouement pour les derniers petits clubs de cristal, mais surtout les gros globes et la féroce bataille, on l'a dit, entre Franziska Preuss et Lou Jean Monod. Vendredi donc, début des festivités avec les sprints hommes et femmes à 13h30 et 16h15. Le lendemain, en toute logique, on aura les 2 poursuites à 13h45 et 15h50 pour les messieurs et les dames. Et dimanche, en conclusion, les traditionnels mass start, les départs groupés. On inverse l'ordre cette fois. Lou Jean Monod et ses nombreux adversaires s'élanceront à 13h15. Et puis ce sera au tour de Johannes Bö pour son ultime course en carrière et autres Norvégiens et Français de prendre le départ de la course à 15h40 pour 15 derniers kilomètres d'effort. Tout le biathlon est à regarder sur la chaîne L'équipe ou sur les canaux Eurosport. Un mot rugby également, puisque samedi sera le début du tournoi des 6 nations femmes avec en ouverture Irlande-France à 14h. Le premier match de nos Bleus sera suivre sur France 2. Dans les autres rencontres de cette première journée, on aura Écosse-Pays de Galles toujours samedi à 17h45 et le lendemain Angleterre-Italie à 16h avec les sextuples championnes en titre
anglaise. Et puis samedi sera aussi marqué par le premier monument cycliste de l'année, le tant attendu Milan-San Remo en Italie. On assistera évidemment à une féroce bataille entre Alpecin de Snink avec Mathieu Van Der Poel et Jesper Philipsen, ou encore UAE Emirates avec Tadej Pogačar qui court après sa première Primavera, comme on surnomme la course. Et pour jouer les troubles faites, un certain Julien Alaphilippe ou encore Mats Pedersen. Le 105e Milan-San Remo, l'histoire est à suivre à compter de 10h sur Eurosport. Sans oublier, petit clin d'œil à la région, le Grand Prix de Denain ce jeudi avec de nouveaux secteurs pavés au programme qui seront aussi de Paris-Roubaix pour la prochaine édition de mi-avril. Départ donné à 11h20 et un suivi en direct à 14h20 sur France 3. Et je vais devoir m'arrêter là. Merci à vous, Marin et Loïc. Vous savez quoi? Non, j'ai triché. Vous me l'autorisez? Bien sûr. C'est gentil. Comme ça, je lance correctement la petite outro, comme ça. Et je vais pouvoir finir avec un dernier petit événement, si vous me permettez. Pour ce qui est des immanquables, en Formule 1, bien sûr, place en Chine au deuxième Grand Prix de la saison du week-end, un nouveau chapitre de duel en piste après un excitant Grand Prix d'Australie, tu l'avais dit Marin. Premier format sprint de l'année aussi, avec donc des qualifications sprint le vendredi à 8h30 heure française, c'est décent. La course sprint à 4h du matin le samedi, ça pique. Suivi des qualifications pour le Grand Prix des 8h, un Grand Prix qui se tiendra donc le dimanche aussi à 8h du matin. Et un petit week-end aussi qui sera marqué par des championnats de France de tennis de table, avec en lice bien sûr pour les couronnes les frères Lebrun, Alexis et Félix, et les sœurs Lutz, Charlotte et Camille, qui essayeront de rééditer leur performance de l'an passé. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai un peu abusé, j'en profite. Merci à vous surtout d'avoir été là avec moi ce soir. Merci Marin, merci à toi, Adrien. Merci Loïc, voilà, aussi pour vous remercier poliment, gentiment parlant. Il est minuit passé d'une bonne minute sur Radio Campus. On va vous laisser, nous, avec les musiques de la nuit. Et puis, si tout se passe bien, on vous dit à la semaine prochaine. Moi, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.